Sors de la voiture !» hurla l'officier, son arme au poing. J'étais arrêté pour un délit de fuite criminelle. À l'autre bout de la ville, ma sœur et mes parents faisaient la fête, certains que j'irais en prison pour l'accident qu'elle avait causé. J'ai laissé les menottes se refermer sur mes poignets avec un déclic. Ils ont oublié un tout petit détail. Éteignez le moteur, et jetez les clés par la fenêtre. Faites-le immédiatement. La voix ne se contentait pas de résonner à travers le mégaphone. Elle faisait physiquement vibrer le rétroviseur de ma berline. Je n'avais pas besoin de regarder derrière moi, pour savoir combien ils étaient. L'intérieur de ma voiture était complètement inondé par un mélange aveuglant et stroboscopique, de lumière cramoisie et saphir. Cela blêmissait le tableau de bord, projetant de longues ombres dentelées sur le volant en cuir. Montrez-moi vos mains. Gardez-les bien en vue. J'ai lentement levé les mains, pressant mes paumes à plat contre la vitre froide du pare-brise. Mon pouls était régulier. Je ne ressentais pas la montée d'adrénaline frénétique et suffocante, qui accompagne habituellement une arrestation à haut risque pour un délit majeur. Au lieu de cela, un sentiment de clarté profond, presque clinique, a envahi mon esprit. Avec votre main gauche, ouvrez la porte par l'extérieur. Sortez lentement. J'ai baissé la vitre. L'air glacial de la nuit a frappé mon visage, apportant l'odeur métallique et perçante de la pluie sur l'asphalte chaud, ainsi que le lourd bourdonnement de 3 voitures de police au ralenti. J'ai tiré la poignée extérieure, et j'ai poussé la lourde porte pour l'ouvrir. Le gravier a crissé bruyamment sous mes bottes, alors que je posais le pied sur le bas-côté glissant de l'autoroute. Instantanément, 3 projecteurs LED à haute intensité m'ont cloué dans l'obscurité. J'ai plissé les yeux à travers l'éblouissement, distinguant les silhouettes de 3 agents qui s'abritaient derrière les portières ouvertes de leur voiture, leurs armes de service dégainées, et pointaient directement sur ma poitrine. Le point rouge d'un viseur laser dansait de façon erratique, en plein centre de mon manteau. Tournez-vous. Entrecroisez vos doigts derrière votre tête. Marchez à reculons vers le son de ma voix. J'ai suivi les instructions avec la précision fluide d'un fantôme. J'ai tourné le dos aux armes chargées, j'ai croisé mes doigts, et j'ai fait des pas lents et mesurés vers l'arrière. L'officier principal n'a pas attendu que j'atteigne la voiture de patrouille. Il a réduit la distance, a saisi mes doigts entrelacés avec une poigne violente et autoritaire, et a violemment plaqué ma poitrine contre le coffre humide et glacial de ma propre voiture. Le lourd cliquetis métallique des menottes en acier Smith & Wesson, s'enfonçant dans mes poignets, a résonné de façon incroyablement forte, par-dessus les grésillements des radios de la police. Vous êtes en état d'arrestation pour délit de fuite aggravé, ayant entraîné des blessures corporelles graves. L'agent a grogné à mon oreille, son souffle chaud contre mon cou, pendant qu'il fouillait agressivement les poches de mon manteau à la recherche d'une arme. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra, et sera, retenu contre vous devant un tribunal. Tandis qu'il récitait les droits Miranda, récitant la poésie juridique exacte de ma destruction, je n'ai pas fermé les yeux. J'ai fixé la pluie qui ruisselait sur les feux arrière de ma voiture. Et j'ai pensé à ma jeune sœur, Harper. Harper était l'enfant prodige. Pendant 26 ans, elle avait été une force de la nature imprudente et destructrice. Et pendant 26 ans, mes parents, Richard et Diane, avaient été son équipe de nettoyage dévouée. Quand Harper a échoué à l'université, ils ont blâmé les professeurs. Quand Harper a détruit sa première voiture en conduisant ivre à 19 ans, mon père a engagé l'avocat de la défense le plus impitoyable de l'État pour faire effacer l'infraction, payant les frais de justice en siphonnant discrètement le fonds d'études que mes grands-parents m'avaient laissé. J'étais la fille indépendante, la fille silencieuse, celle qui avait déménagé à 3 États de là, qui s'était bâti une carrière en béton en tant qu'analyste de données principale pour une société de logistique privée, et qui s'était isolée en permanence de leur chaos toxique et complaisant. Jusqu'à il y a 3 jours. Ma mère avait orchestré un dîner de réconciliation familiale, dans un restaurant haut de gamme du centre-ville. Elle affirmait que je leur manquais, que Harper avait enfin mûri, et qu'elle reprenait sa vie en main avant son futur mariage avec l'héritier d'un empire immobilier local. J'aurais dû m'en douter. Pendant le dîner, Harper m'avait serré fort dans ses bras, pleurant des larmes théâtrales sur mon épaule. Elle ne s'excusait pas. Elle était en train de me faire les poches, volant mon permis de conduire de rechange dans la poche intérieure de mon trench coat. Ce soir, à exactement 21h14, Harper s'était mise au volant du lourd SUV de son fiancé, complètement ivre, quand elle a percuté de plein fouet une fourgonnette civile à une intersection à 4 voies.
Elle n'est pas restée pour vérifier si la famille, coincée à l'intérieur de la tôle broyée, respirait encore. Elle s'est enfuie à pied. Mais, avant de courir dans l'obscurité, elle a exécuté un chef-d'œuvre de trahison familiale. Elle a jeté mon permis de conduire volé sur le plancher, côté conducteur. 10 minutes plus tard, ma mère a appelé le commissariat depuis un téléphone jetable anonyme, signalant qu'elle avait vu une femme correspondant exactement à ma description, conduisant de manière erratique près des lieux de l'accident. Cette fois-ci, ils ne se contentaient pas de couvrir l'erreur de Harper. Ils étaient activement en train de me piéger. Ils sacrifiaient ma liberté, mon casier judiciaire vierge, et ma carrière, pour que le mariage à $1 million de Harper ne soit pas gâché par une peine de 10 ans de prison. En ce moment même, à l'autre bout de la ville, tous les trois étaient probablement assis dans le vaste salon de mes parents, sirotant du cabernet, tremblant de soulagement, et tout à fait certains que la police venait de refermer la cage sur leur parfait bouc émissaire. L'officier a terminé sa fouille, m'a attrapé par les biceps, et m'a fait faire demi-tour pour lui faire face. Il était jeune, son visage tendu par le dégoût, me regardant comme si j'étais un monstre qui venait de laisser une famille innocente se vider de son sang sur l'asphalte. « Comprenez-vous les droits que je viens de vous lire » a-t-il exigé. Il attendait que je panique. Il attendait que je pleure, que j'hyperventile, que je crie que c'était ma sœur, et que je le supplie de croire une histoire folle de cartes d'identité volées et de coups montés. Il s'attendait à la réaction chaotique et désordonnée d'un conducteur coupable de délit de fuite, réalisant que sa vie était finie. Je n'ai rien fait de tout cela. La pluie frappait mon visage. Les lumières rouges et bleues peignaient la chaussée mouillée, avec des couleurs violentes et clignotantes. Et, debout dans ce froid glacial, solidement menotté sous la menace d'une arme, risquant une peine minimale obligatoire de 10 ans, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de folle. C'était le sourire terrifiant et silencieux d'un joueur d'échecs, qui vient de voir son adversaire avancer son roi avec confiance, droit sur une mine terrestre. Parce que ma famille avait passé des jours à élaborer méticuleusement un coup monté physique sans faille. Mais ils étaient profondément, et incroyablement, ignorants de la nature exacte de ce qu'un analyste de données principal fait réellement dans la vie. La banquette arrière en plastique dur et moulé de la voiture de police était spécifiquement conçue pour un maximum d'inconfort physique. Avec mes mains fermement menottées dans le dos, chaque nid de poule et chaque virage serré, au cours du trajet de 20 minutes jusqu'au commissariat, envoyait une onde de choc rigide et douloureuse le long de ma colonne vertébrale. Je ne me suis pas retourné. Je ne me suis pas plainte des menottes qui coupaient la circulation dans mes poignets. Je fixais la fenêtre grillagée, regardant les enseignes au néon flou de la ville déteindre à travers les gouttes de pluie, striant la vitre d'une manière étrange, presque terrifiante. Mon esprit fonctionnait comme une machine parfaitement calibrée. Le choc initial de la trahison s'était entièrement évaporé, remplacé par une hyperconcentration froide et chirurgicale. Mes parents et Harper avaient orchestré un complot physique, s'appuyant sur la mécanique de force brute du système de justice pénale, pour m'écraser avant que je ne puisse parler. Ils supposaient que la police m'arrêterait, m'enfermerait dans une cellule de garde à vue pour le week-end, et que, d'ici lundi matin, un avocat commis d'office ferait pression sur moi pour que j'accepte un accord de plaidoyer. Ils avaient fondamentalement mal compris le champ de bataille. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un jeu de preuves physiques. Ils n'avaient pas réalisé que, dans le monde moderne, les preuves physiques ne sont rien d'autre qu'une ombre projetée par l'architecture numérique, et que l'architecte, c'était moi. La voiture de patrouille s'est violemment arrêtée, à l'intérieur du parking souterrain du commissariat central. La lourde portière a été violemment ouverte, et l'agent qui m'avait arrêté m'a hissé dehors par le biceps. La transition, entre l'air glacial de la nuit et l'atmosphère suffocante et fortement climatisée du commissariat, était brutale. L'air sentait le café rassis, l'eau de javel industrielle pour les sols, et l'odeur métallique et piquante de l'adrénaline et de la sueur. On m'a fait traverser la salle commune chaotique. Les téléphones sonnaient sans arrêt, les claviers cliquetaient, et les agents en uniforme criaient par-dessus le vacarme. Aucun d'entre eux ne m'a regardé avec curiosité. Pour eux, je n'étais pas un être humain complexe avec une histoire, j'étais un numéro de dossier. J'étais le monstre qui avait percuté la fourgonnette d'une famille, fracassé la clavicule d'un civil, et fui lâchement les lieux dans l'obscurité. Je pouvais sentir l'hostilité irradier des bureaux, alors que l'on me faisait défiler devant eux. Ils ne m'ont pas mise dans une cellule de détention générale, parce que le délit de fuite impliquait des blessures corporelles graves. C'était un crime à haute priorité. Ils m'ont conduite directement dans la division des crimes violents, et m'ont poussé dans la salle d'interrogatoire B.
La pièce était un exemple classique de privation psychologique. C'était une boîte en béton, claustrophobe et sans fenêtre, peinte dans une nuance institutionnelle et nauséabonde de blanc cassé. Un seul tube fluorescent, violemment lumineux, bourdonnait avec colère au-dessus de ma tête. Au centre de la pièce, se trouvait une table en acier boulonné, avec 2 chaises en aluminium fortement éraflées. Un mur entier était dominé par un miroir sans teint massif et parfaitement propre. L'agent m'a poussé sur la chaise la plus éloignée de la porte. Il a détaché mes menottes, pour ensuite menotter immédiatement mon poignet droit à un lourd anneau en fer, soudé directement au centre de la table en acier. « Restez tranquille », a-t-il marmonné, sans établir de contact visuel. La lourde porte en métal a claqué derrière lui. Le peine dormant s'est enclenché avec un claque fort et définitif. Ensuite, le jeu de l'attente a commencé. C'est la procédure policière standard. Elle est conçue pour laisser l'isolement et le tic-tac de l'horloge, éroder la santé mentale du suspect. Il vous laisse seul dans cette pièce glaciale, pour que votre imagination puisse vous torturer avec des visions de peine de prison, brisant ainsi vos défenses psychologiques, avant même que l'inspecteur ne franchisse la porte. Mais je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas pleuré. Et je n'ai pas fixé anxieusement le miroir sans teint. Je suis resté parfaitement immobile, régulant ma respiration, et ramenant ma fréquence cardiaque au repos à une base de 60 battements par minute. J'ai cartographié mentalement l'architecture réseau exacte des tours cellulaires locales, les taux de rafraîchissement GPS des SUV de luxe moderne, et les protocoles de synchronisation biométrique de mes appareils personnels. J'étais en train de construire la potence pour ma famille, ligne de code par ligne de code, dans ma tête. 45 minutes plus tard, le peine dormant a sauté. Un homme, vêtu d'un costume gris bon marché et froissé, est entré, portant un épais dossier et un gobelet en polystyrène rempli de café noir. Il avait des cernes sous les yeux, et l'attitude épuisée et cynique d'un homme qui avait passé 20 ans à écouter des coupables lui mentir en face. Il ne s'est pas présenté. Il a tiré la chaise face à moi. Il a fait grincer durement les pieds en métal contre le sol en linoléum, et s'est assis. Il a jeté le dossier au centre de la table. « Je suis l'inspecteur Vance », a-t-il dit, d'une voix monotone, grave et rocailleuse. Il a bu une gorgée lente de son café, ses yeux fixés sur moi, comme un prédateur évaluant un animal blessé. « Vous voulez me dire pourquoi vous êtes assise dans mon commissariat ce soir, Maya ? » « J'imagine que vous allez me le dire, inspecteur, » ai-je répondu, la voix complètement neutre, dépouillée de toute émotion ou de tout tremblement. La mâchoire de Vance s'est contractée. Il n'aimait pas l'absence absolue de peur dans mes yeux. Cela brisait le scénario auquel il était habitué. Il a ouvert le dossier. Ce soir à 21h14, un SUV de luxe noir a brûlé un feu rouge, à l'intersection de Fourth et Elm, a déclaré Vance, se penchant en avant, envahissant mon espace physique. Il a percuté de plein fouet une Honda Odyssey, transportant une famille de 4 personnes. La mère est actuellement en salle d'opération pour un poumon perforé. Le conducteur du SUV n'a même pas effleuré les freins. Il a accéléré, a roulé sur 2 pâtés de maison jusqu'à ce que le radiateur explose, puis il a abandonné le véhicule, fuyant à pied dans les ruelles résidentielles. Il a plongé la main dans le dossier, et en a sorti un lourd sac à preuve en plastique. Il l'a claqué sur la table en acier, juste devant moi. À l'intérieur du sac, se trouvait mon permis de conduire officiel. Les premiers agents sur place ont trouvé ceci posé sur le plancher, côté conducteur, a dit Vance, sa voix tombant dans un murmure dur et accusateur. 10 minutes plus tard, nous avons reçu un appel anonyme au 911 d'un citoyen inquiet, qui a vu une femme correspondant exactement à votre description, s'enfuir en courant des lieux de l'accident. Nous avons vérifié les plaques du SUV. Il est enregistré au nom d'une agence immobilière locale. Exactement la même entreprise que possède le fiancé de votre sœur. Votre lien familial avec le véhicule est indéniable. Vance s'est adossé à sa chaise, en croisant les bras. Il avait posé le piège. Maintenant, il attendait que je marche dedans. Nous avons votre carte d'identité. Nous avons un témoin oculaire. Nous avons le véhicule, a poursuivi Vance, basculant dans la routine du gentil flic. Je sais comment ça se passe, Maya. Vous aviez bu quelques verres de trop. Vous avez fait une erreur. Vous avez paniqué. Si vous avouez tout de suite, si vous montrez des remords, le procureur pourrait abandonner la peine maximale. Si vous me mentez, et que vous m'obligez à traquer les images des caméras de surveillance pour le prouver,
je veillerai personnellement à ce que vous fassiez vos 10 années entières, pour avoir failli tuer cette famille. » Il a cessé de parler. La pièce est devenue silencieuse comme la mort, à l'exception du bourdonnement de colère de la lumière fluorescente au-dessus de nous. Il s'attendait à ce que je réclame un avocat. Il s'attendait à ce que je hurle que ma sœur avait volé ma carte d'identité. Il s'attendait à une défense désordonnée et chaotique, qu'il pourrait facilement mettre en pièces. J'ai regardé le sac à preuves, contenant mon permis de conduire. Ensuite, j'ai lentement levé les yeux, et j'ai accroché le regard de Vance avec un niveau de détachement froid et clinique, qui l'a fait physiquement tressaillir. « C'est un récit magnifiquement construit, inspecteur Vance, » ai-je dit doucement, le silence de la pièce amplifiant chaque syllabe. « C'est convaincant. C'est soigné, mais d'un point de vue structurel, c'est un échec catastrophique. Vous n'avez pas affaire à un cas de délit de fuite devant vous. Vous faites face à un complot massif et coordonné pour commettre un parjure, piéger une citoyenne innocente, et entraver une enquête fédérale. » Vance a ricané, en secouant la tête. « Gardez les théories du complot pour votre avocat commis d'office. » Je n'ai pas besoin d'un avocat commis d'office, les jeux coupés, ma voix baissant d'une octave, portant le poids absolu et intransigeant d'une analyste de données principale, sur le point de disséquer un système défectueux. J'ai besoin que vous ouvriez la boîte en carton, contenant les effets personnels que vos agents ont confisqués dans les poches de mon manteau lors de mon arrestation, parce qu'à l'intérieur de cette boîte, se trouve mon smartphone crypté. Et à la seconde où vous me le remettrez, je vais vous donner les coordonnées GPS exactes, les données biométriques de fréquence cardiaque, et la triangulation cellulaire en temps réel, des 3 criminels qui ont réellement orchestré cet accident. L'inspecteur Vance n'a pas ri. Il n'a pas frappé du poing sur la table. Il s'est contenté de me dévisager, le gobelet de café en polystyrène figé à mi-chemin de sa bouche. La lourde supériorité cynique, avec laquelle il était entré dans la pièce, a été soudainement suspendue, entièrement paralysée par l'absence absolue de peur dans ma posture. Au cours de ses 20 années dans la police, il avait interrogé des meurtriers, des hommes de main de gang, et des cols blancs coupables de détournement de fonds. Ils avaient tous un tic, un spasme de la mâchoire, un léger tremblement dans la voix, un besoin désespéré de trop s'expliquer. Je ne lui offrais pas une ligne de défense. Je lui imposais une prise de contrôle hostile. Vous pensez que je vais remettre à un suspect de crime majeur, son appareil personnel non fouillé et sans mandat, en plein milieu d'un interrogatoire lié à une tentative d'homicide, a demandé Vance, sa voix descendant dans un registre grave et dangereux. Il a posé le café. « Je pense que vous êtes un pragmatiste, inspecteur, » ai-je répondu, la lumière fluorescente bourdonnant avec colère au-dessus de nous, projetant des ombres cliniques et tranchantes sur la table en acier. « Et vous avez une mère gravement blessée en soins intensifs, un véhicule civil détruit, et un procureur qui voudra une condamnation en béton armé d'ici le lever du soleil. Vous pouvez soit passer les 6 prochains mois à assigner Apple à comparaître, à vous battre contre mes avocats pour obtenir les clés de décryptage du cloud, et à prier pour que votre témoin oculaire circonstanciel tienne le coup lors du contre-interrogatoire. Ou alors, vous pouvez déverrouiller ma main droite, me tendre le bac en plastique qui se trouve dans votre salle des pièces à conviction, et me laisser résoudre votre affaire dans les 4 prochaines minutes. » Vance a regardé le miroir sans teint. Je savais exactement ce qu'il faisait. Il consultait silencieusement l'officier supérieur invisible, qui se tenait dans la salle d'observation sombre, de l'autre côté de la vitre. Le silence s'est étiré. 10 secondes, 20 secondes. La tension, dans cette boîte en béton claustrophobe, était assez épaisse pour s'y étouffer. Finalement, Vance a repoussé sa chaise en arrière. Les pieds en métal ont grincé violemment contre le linoléum. Il n'a pas dit un mot. Il s'est dirigé vers la lourde porte en fer, a frappé 2 fois, et a attendu que le peine dormant se libère. Il est sorti. 2 minutes plus tard, il est revenu. Il portait un bac à preuves en plastique dur et transparent. À l'intérieur, il y avait mon trench coat, mes clés, mon portefeuille, et mon smartphone noir mat de qualité professionnelle. Il a posé le bac sur la table, a tiré une petite clé argentée de sa ceinture, et a déverrouillé la lourde menotte Smith & Wesson, qui reliait mon poignet droit à l'anneau de la table. « Je surveille votre écran », a averti Vance, tirant sa chaise si près que nos genoux se touchaient presque. « Vous n'ouvrez pas d'application de messagerie. Vous ne passez pas d'appel. Si vous faites autre chose que ce que vous venez de promettre, vous perdez le téléphone, et je vous inculpe pour la peine maximale. Je n'ai pas accusé réception de la menace. Je n'ai pas massé mon poignet meurtri.
J'ai glissé la main dans le bac, j'ai pris l'appareil lourd et froid, et j'ai pressé mon pouce contre le scanner biométrique. L'écran s'est allumé, projetant une lueur bleuâtre et vive, sur les murs blancs et stériles de la salle d'interrogatoire. Votre accident s'est produit à 21h14 exactement, ai-je déclaré, ma voix glissant vers la cadence clinique et sans friction, que j'utilisais pour présenter les évaluations trimestrielles des risques, au conseil d'administration des entreprises. J'ai tapoté sur une application de suivi de santé cryptée sur mon écran d'accueil. Le corps humain réagit à une collision automobile à grande vitesse, par une montée massive et inévitable de cortisol et d'adrénaline. Le rythme cardiaque grimpe à plus de 140 battements par minute. La tension artérielle monte en flèche. J'ai retourné le téléphone, le faisant glisser sur la table en acier pour qu'il soit placé directement sous le nez de Vance. Sur l'écran, s'affichait un graphique linéaire très détaillé, minute par minute, généré par ma montre connectée synchronisée, la même montre connectée qui était actuellement attachée à mon poignet gauche. Ce soir, à 21h14, inspecteur, ma fréquence cardiaque était stable, au repos à 58 battements par minute, ai-je dit doucement. Ma fréquence respiratoire était de 12 respirations par minute, et le GPS interne de mon appareil envoyait des pings statiques au routeur Wi-Fi privé de mon appartement, à exactement 12 miles de l'intersection de Furt et Elm. Je dormais sur mon canapé. Vance a fixé le graphique. Il n'a pas scié. C'était un flic chevronné. Il savait que la télémétrie des montres intelligentes était de plus en plus utilisée par le FBI, pour établir des alibis irréfutables dans des affaires d'homicide. Ce n'était pas seulement des données. C'était de la prévention biologique contre le parjure. À moins que vous ne suggériez, inspecteur, que j'ai réussi à percuter de plein fouet une fourgonnette à 60 miles à l'heure, tout en restant dans un coma artificiel, vous détenez actuellement le mauvais suspect, ai-je ajouté, d'un ton impitoyable. Vance a dégluti difficilement. Il a levé les yeux de l'écran, plissant le regard. Cela prouve que vous ne conduisiez pas physiquement. Ça n'explique pas comment votre permis de conduire matériel s'est retrouvé sur le plancher du véhicule suspect. Non, ai-je reconnu, en ramenant le téléphone vers moi. Ça ne l'explique pas, mais le véhicule lui-même va l'expliquer. Mes doigts ont volé sur le clavier numérique, avec une précision chirurgicale. J'ai ignoré mes applications standards, et j'ai ouvert un portail d'entreprise sécurisé, avec une authentification à 2 facteurs. Vous avez vérifié les plaques du SUV suspect, ai-je continué, parlant tout en tapant. Vous savez qu'il est enregistré au nom d'une agence locale d'immobilier commercial. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ma société de logistique privée détient le contrat exclusif, de plusieurs millions de dollars, pour gérer la télématique et le géorepérage de toute leur flotte d'entreprises. La posture de Vance s'est visiblement raidie. La réalisation de ce que j'étais en train de dire, et de ce à quoi j'avais accès, a commencé à s'abattre sur lui comme de l'eau glacée. J'ai contourné le pare-feu de sécurité, j'ai accédé aux journaux bruts du serveur principal de la flotte de la société immobilière, et j'ai filtré la base de données, en utilisant le numéro d'identification, VIN, spécifique du SUV accidenté. Un mur massif de code brut et non formaté a inondé mon écran. Les SUV de luxe modernes ne sont pas que des voitures, inspecteur. Ce sont des serveurs de données roulants de 3 tonnes, ai-je expliqué, traduisant le code brut en une interface de tableau de bord propre et lisible. J'ai de nouveau tourné le téléphone vers lui. À exactement 21h13 et 42 secondes, l'ordinateur de bord du véhicule a enregistré un événement de freinage violent et catastrophique. 2 secondes plus tard, le capteur de déploiement de l'airbag frontal s'est déclenché. Mais la télémétrie de la collision ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les capteurs principaux de l'habitacle. J'ai tapoté sur une ligne de code spécifique, surlignée en jaune. Pour éviter que les airbags ne se déploient et ne tuent des enfants, les sièges du passager et du conducteur sont équipés de capteurs de poids hautement calibrés, ai-je dit, me penchant sur la table, ma voix tombant dans un murmure glacial et absolu. Au moment de l'impact, le capteur de poids du siège conducteur a enregistré exactement 115 livres de masse cinétique. Je mesure un M75, inspecteur, et je pèse 142 livres. Mais ma jeune sœur Harper, qui est actuellement fiancée à l'héritier de l'agence immobilière qui possède ce camion précis, mesure un M57, et pèse exactement 115 livres. Vance a complètement cessé de bouger. Le gobelet de café en polystyrène dans sa main a légèrement crépité, sous sa prise qui se resserrait. Son affaire de crime majeur, qui aurait pu faire sa carrière, se désintégrait sous ses yeux,
remplacée par quelque chose de beaucoup plus sombre, et de bien plus complexe. Elle a volé ma carte d'identité il y a 3 jours, lors d'un dîner de famille, ai-je dit, portant le coup de grâce avec une précision impitoyable. Elle a conduit en état d'ivresse, elle a écrasé cette famille, et elle a planté mon permis pour sauver son prochain mariage. Mais, planter la carte d'identité ne suffisait pas à garantir que je plongerais à sa place. Il devait vous forcer la main. Il devait s'assurer que vous m'arrêtiez, avant que je ne puisse établir un alibi. J'ai repris le téléphone une dernière fois. Vous avez mentionné avoir reçu un appel anonyme au 911, d'un citoyen inquiet, 10 minutes après l'accident, ai-je dit, mes doigts volant sur l'écran, accédant à un ensemble d'architectures de données complètement différents. Découvrons exactement où ce citoyen inquiet était assis, lorsqu'il a décidé de ruiner ma vie, d'accord? L'inspecteur Vance n'a pas dit un mot. Il ne m'a pas interrompu, et il n'a pas touché à son gobelet de café en polystyrène. Il a simplement fixé l'écran illuminé de mon smartphone, regardant toute son enquête de délit de fuite, si bien ficelée, volée en éclats en un millier d'éléments de données inconciliables. En l'espace de 4 minutes, j'avais systématiquement démantelé les preuves physiques. Mais démanteler le piège n'était pas suffisant. J'avais besoin d'incinérer les personnes qui l'avaient tendu. Maintenant, vous avez dit avoir reçu un signalement anonyme 10 minutes après la collision, ai-je déclaré, ma voix complètement dépourvue de la panique ou du désespoir, qui résonnait habituellement sur les murs en béton de cette pièce. J'ai réduit le serveur logistique, et j'ai ouvert une application de télécommunication commerciale. Un témoin oculaire, qui a affirmé avoir vu une femme correspondant exactement à ma description physique, fuir les décombres à pied. Je n'ai pas attendu qu'il confirme. Mes pouces se sont déplacés sur le clavier numérique, contournant l'écran de connexion standard pour les consommateurs, et entrant dans un portail administratif à double authentification, appartenant à un opérateur de téléphonie mobile national de premier plan. Au cours des 5 dernières années, mes parents, Richard et Diane, ont refusé de payer leurs propres factures de téléphone, ai-je expliqué, livrant le contexte biographique avec le même détachement clinique que pour les journaux de serveurs. Pour éviter les disputes constantes, j'ai migré leur numéro sur mon forfait d'entreprise. Je suis la titulaire principale du compte, l'administratrice de facturation, et la propriétaire légale des appareils qu'ils portent sur eux. L'interface s'est chargée, affichant un tableau de bord en temps réel très détaillé de 4 numéros de téléphone actifs. J'ai sélectionné la ligne enregistrée au nom de ma mère, Diane. Conformément au Patriot Act et aux normes de conformité des télécommunications, tous les comptes d'entreprise enregistrent leur exact, la durée des données, et les numéros de destination des appels sortants, directement sur le serveur maître, ai-je dit. J'ai filtré le journal des appels quotidiens, isolant les données entre 21h et 21h30. J'ai de nouveau tourné le téléphone vers Vance, le poussant précisément au centre de la table en acier. Regardez la 3e ligne en partant du haut, inspecteur, ai-je ordonné doucement. Vance s'est penché au-dessus de la table, plissant les yeux en lisant le texte lumineux, et sa mâchoire s'est visiblement contractée, les muscles de son cou se tendant contre son col froissé. À exactement 21h24, soit précisément 10 minutes après le déploiement des airbags frontaux dans le SUV, le téléphone de ma mère avait initié un appel sortant. Le numéro de destination était simplement répertorié comme le 911, les services d'urgence. La durée de l'appel était de 47 secondes. Ce n'était pas un citoyen anonyme inquiet, ai-je dit, mon ton descendant dans un murmure absolument glacial. C'était ma mère. Mais ce n'est pas cette donnée-là, qui va l'envoyer dans un pénitencier fédéral. J'ai tapoté l'écran une fois de plus, ouvrant un onglet secondaire étiqueté Géologue Réseau. Une carte satellite haute résolution de la ville s'est matérialisée, parsemée de cercles bleus superposés, représentant la triangulation des tours de téléphonie cellulaire. Lorsque vous composez le 911, le réseau signale automatiquement la tour cellulaire la plus proche, afin d'acheminer l'intervention d'urgence, ai-je expliqué, traçant la surface en vert de l'écran avec un ongle parfaitement manucuré. La collision s'est produite à l'intersection de Fourth et Elm, en plein cœur du réseau du centre-ville. Mais l'appareil de ma mère n'a pas interrogé une tour du centre-ville à 21h24. Il a interrogé un nœud localisé à basse fréquence, au milieu de Oakbrook Estate, une banlieue exclusive et fermée, à 12 miles du lieu de l'accident. Ma mère ne m'a pas vu fuir les décombres, inspecteur Vance, parce que ma mère était assise dans son propre salon, en train de boire du cabernet, pendant qu'elle commettait un crime d'entrave à la justice, et qu'elle déposait un faux rapport de police, pour faire accuser sa fille aînée. Le silence dans la salle d'interrogatoire n'était plus seulement tendu.
Il était lourd, suffocant, et absolu. Et le bourdonnement du tube fluorescent au-dessus de nous sonnait comme une tronçonneuse. Vance a finalement expiré. Ce fut un long et lent soupir. Il a passé une main lourde sur son visage épuisé, la supériorité cynique entièrement effacée de sa posture. Il ne regardait plus une suspecte. Il regardait l'architecte du dossier de complot le plus étanche que son département verrait au cours de cette décennie. Il a tendu la main vers le lourd anneau de fer sur la table, a ramassé les menottes Smith & Wesson, et les a accrochées à sa propre ceinture. « Je vais envoyer 3 unités à Oakbrook Estate tout de suite », a déclaré Vance, sa voix résonnant comme un grondement sourd et dangereux. Le flic en lui bouillonnait, une mère se vidant de son sang aux soins intensifs, une famille détruite, et les coupables étaient assis dans une communauté fermée, essayant de faire porter le chapeau à leur propre chair. Je vais arracher ces portes de leur gond, Maya. Je vais inculper votre sœur pour délit de fuite aggravé, et je vais inculper vos parents pour complot. Il s'est levé, la chaise en aluminium raclant violemment le sol, et il a atteint la radio sur son épaule. Attendez, ai-je ordonné. Je n'ai pas élevé la voix, mais l'autorité chirurgicale et absolue de mon ton a figé sa main à mi-chemin du microphone. Il m'a regardé de haut, les sourcils froncés par la confusion. Vous ne voulez pas seulement une arrestation, inspecteur Vance, ai-je dit, en m'adossant à ma chaise, croisant soigneusement les mains sur mes genoux. Si vous défoncez leur porte maintenant, Richard invoquera immédiatement son droit à un avocat. Il embauchera un avocat de la défense à $500 de l'heure. Ils prétendront que le téléphone a été piraté. Ils affirmeront que le SUV a été volé. Ils feront traîner ça au tribunal pendant 3 ans, et il y a une probabilité statistique, pour qu'ils embrouillent suffisamment un jury, pour s'en tirer avec une simple mise à l'épreuve. Les yeux de Vance se sont assombris. Alors, qu'est-ce que vous suggérez, Maya? J'ai la télématique. J'ai les journaux téléphoniques. C'est suffisant pour un mandat. Vous avez les métadonnées, les jeux corrigés en douceur. Mais ce que vous voulez vraiment, ce que le procureur veut, c'est une confession complète, sans contrainte, et enregistrée sur bande. J'ai repris mon smartphone une dernière fois. Quand Richard et Diane ont acheté cet immense domaine, ils ne savaient pas comment configurer le réseau de sécurité crypté de la maison intelligente, ai-je dit, un sourire terrifiant, fin comme une lame de rasoir, effleurant enfin les coins de ma bouche. Alors, j'ai installé les caméras haute définition intérieures pour eux, et ils étaient beaucoup trop arrogants, et beaucoup trop analphabètes sur le plan technologique, pour me demander de transférer les privilèges d'administration principaux. J'ai quitté le portail de télécommunications, et j'ai ouvert une élégante application noire. Le logo d'une entreprise de sécurité domestique haut de gamme a clignoté sur l'écran. Ils pensent que je suis assise dans une cellule de détention en ce moment, ai-je chuchoté. La lumière de l'écran illuminait la froide satisfaction dans mes yeux. Ils pensent avoir gagné. Ils pensent que le piège s'est refermé, ce qui signifie qu'ils sont actuellement assis dans leur salon, sans aucune méfiance, en train de discuter d'exactement comment ils ont réussi leur coup. J'ai tapoté sur le flux de la caméra étiquetée salon principal, audio activé. L'écran de mon smartphone a mis en mémoire tampon pendant une fraction de seconde, avant que le flux vidéo 4K crypté ne s'allume. Le contraste, entre la salle d'interrogatoire stérile et d'une luminosité écœurante, et le luxe chaleureux, éclairé de couleurs ambrées, du vaste salon de mes parents dans le Connecticut, était saisissant. La caméra cachée, nichée discrètement à l'intérieur d'un thermostat numérique sur le mur du fond, capturait toute la pièce avec une précision grand angle sans faille. L'audio était immaculé, captant le crépitement de la cheminée à gaz, et le lourd silence terrifié de 3 personnes coupables. L'inspecteur Vance s'est penché si près, que je pouvais entendre sa respiration superficielle. Ses yeux étaient rivés sur le verre lumineux de l'écran. Mon père, Richard, faisait les 100 pas sur toute la longueur d'un énorme tapis persan. Il tenait un verre en cristal rempli de scotch. Ma mère, Diane, était assise sur le bord d'un canapé en cuir sur mesure, le visage enfoui dans ses mains. Et assise directement en face d'elle, se trouvait Harper, ma sœur à l'enfant prodige, portant toujours la coûteuse robe en soie qu'elle avait mise pour le dîner de famille il y a 3 jours, et son maquillage était étalé sur ses joues. Arrête de pleurer, Harper. Arrête, c'est tout, a lâché Richard, sa voix résonnant proprement à travers le haut-parleur du téléphone. C'est fait. La police a la carte d'identité. Ils ont l'appel téléphonique de Diane. La boucle est bouclée. Et si Maya leur disait tout, a sangloté Harper,
sa voix n'étant qu'un gémissement pitoyable et tremblant. Elle a ramené ses genoux contre sa poitrine. Et si elle demande un avocat? Et si elle prouve qu'elle n'était pas dans le SUV? Elle dormait dans son appartement, Harper, a presque crié Diane, retirant ses mains de son visage. Elle vit seule. Elle n'a aucun témoin. C'est sa pièce d'identité physique sur les lieux d'un accident catastrophique, contre sa parole. La police se fiche d'une analyste de données qui prétend qu'elle était au lit. Il ne se soucie que des preuves matérielles. D'ici lundi matin, un avocat commis d'office la forcera à accepter un accord de plaidoyer. La mâchoire de Vance s'est visiblement serrée, les muscles de son cou tendus contre son col. Il regardait trois civils riches et arrogants, raconter de manière désinvolte les mécanismes exacts d'un complot fédéral, ignorant complètement que l'inspecteur principal en charge de l'affaire les regardait en direct. Je devais utiliser son permis, papa, a chuchoté Harper, fixant la cheminée d'un regard vide. Si je suis arrêté pour un délit de conduite en état d'ivresse, le mariage est annulé. La famille Brox rompra les fiançailles immédiatement. Je perdrai tout. Tu ne vas rien perdre, a dit Richard, prenant une longue gorgée arrogante de son scotch. Il s'est approché, et a posé une main sur l'épaule de Harper. Maya est forte. Elle est froide. Elle peut survivre quelques années dans un établissement à sécurité minimale. Sa carrière est déjà bâtie. Tu as besoin de ce mariage, Harper. Nous avons fait ce que nous devions faire, pour protéger la famille. La police est probablement en train de l'enregistrer dans une cellule de détention en ce moment même. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas regardé Vance pour chercher son approbation. J'ai simplement regardé l'écran, avec le détachement absolu et glacial d'un bourreau, qui observe l'ouverture de la trappe. Vance n'a pas dit un seul mot. Il n'en avait pas besoin. Il a lentement atteint la lourde radio noire, clipsée sur le harnais de son épaule. Il l'a décrochée, a appuyé sur le bouton de transmission, et l'a portée à sa bouche. Ses yeux n'ont jamais quitté l'écran de mon téléphone. Centrale, ici l'inspecteur Vance. Priorité absolue, a-t-il grogné, sa voix résonnant comme un grondement sourd et mortel, qui a rempli la boîte en béton. J'ai besoin de 4 unités de patrouille et d'une équipe de percée tactique, déployée à Oakbrook Estate immédiatement. J'ai des aveux audiovisuels en direct, et sans contrainte, pour un délit de fuite aggravé. Complot, et entrave à la justice. Les suspects sont contenus dans le salon principal. Approchez avec les sirènes silencieuses. Ne les laissez pas vous entendre arriver. Bien reçu, inspecteur, a répondu la radio en grésillant. Unité en route. Vance a baissé la radio. Il m'a regardé, l'épuisement cynique ayant complètement disparu de son visage, remplacé par un niveau de respect profond, presque terrifiant. Laissez le flux tourner, a ordonné Vance doucement. Nous sommes restés dans un silence absolu pendant exactement 14 minutes. Nous avons regardé Richard se servir un autre verre. Nous avons regardé Diane se convaincre que le sacrifice de sa fille aînée était un dommage collatéral nécessaire pour maintenir leur statut social. Nous avons regardé Harper arrêter de pleurer et commencer à faire défiler son tableau Pinterest de mariage. La culpabilité s'évaporant complètement de son esprit sociopathique. Puis, l'éclairage ambiant sur le flux vidéo a soudainement changé, à travers les immenses baies vitrées de leur salon. Des éclairs stroboscopiques violents, de lumière rouge et bleue, ont commencé à peindre les murs. Les voitures de police avaient coupé leurs sirènes, mais les gyrophares étaient aveuglants. Richard s'est figé. Son verre de scotch s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Diane s'est levée si vite, qu'elle a renversé une table d'appoint. Harper a fait tomber son téléphone sur le tapis. Richard, a chuchoté Diane, sa voix captée de manière impeccable par le microphone caché. Richard, qu'est-ce que c'est que ça? Que personne ne bouge, a ordonné Richard, son autorité de salle de conseil volant instantanément en éclats, pour laisser place à une panique pure et absolue. Ils n'ont pas eu le temps de bouger. Ils n'ont pas eu le temps d'inventer un mensonge, d'appeler un avocat, ou de supprimer un seul SMS. La lourde porte d'entrée en acajou sur mesure du domaine, ne s'est pas simplement ouverte, elle a explosé vers l'intérieur, dans un fracas assourdissant et brisant. Police, mandat de perquisition. Montrez-moi vos mains. 6 agents lourdement armés ont envahi le flux du salon, leurs lampes torches et tactiques fendant la lueur ambrée. Harper a poussé un cri hystérique et glaçant,
lorsqu'un agent l'a attrapé par le bras, et a plaqué son visage la première contre le canapé en cuir sur mesure, serrant de lourdes menottes en acier autour de ses poignets. À terre. Tout de suite, a rugi un officier en s'adressant à Richard. Mon père, l'homme qui avait passé 30 ans à contrôler chaque récit, et à acheter sa sortie de chaque conséquence, n'a pas discuté. Il s'est laissé tomber à genoux, ses mains tremblant violemment au-dessus de sa tête, son visage complètement vidé de son sang. Diane sanglotait de façon incontrôlable, pendant qu'un agent lui lisait ses droits Miranda. Les droits exacts, que j'avais écoutés sur l'autoroute glaciale, moins de 2 heures auparavant. Vance a exhalé un long et lourd soupir. Il a tendu le bras par-dessus la table en acier, a sorti la petite clé argentée de sa poche, et a déverrouillé la menotte en fer qui attachait mon poignet droit. Le métal lourd est tombé avec un cliquetis. « Vous êtes libre de partir, Maya », a dit Vance doucement, en se levant de table. « Je vais demander à un agent de vous ramener à votre véhicule, et je veillerai personnellement à ce que votre dossier d'arrestation soit effacé avant le lever du soleil. » J'ai ramassé mon smartphone, regardant le flux en direct de ma sœur, qui se faisait traîner hors de la maison par les cheveux. J'ai glissé le téléphone dans la poche de mon manteau. « Merci, inspecteur », ai-je dit. Je suis sorti de la salle d'interrogatoire, laissant la porte grande ouverte derrière moi. 6 mois plus tard, la mère dans la Honda Odyssey s'est complètement rétablie. Parce que la police avait obtenu des aveux enregistrés irréprochables, les avocats de la défense hors de prix de ma famille se sont révélés totalement inutiles. Harper a été condamné à 8 ans obligatoires dans un pénitencier d'État, pour délit de fuite aggravé ayant entraîné des blessures corporelles graves. La famille Brox a annulé le mariage le lendemain de l'arrestation, se distançant publiquement du scandale. Mes parents n'ont pas échappé au rayon de l'explosion. Richard et Diane ont tous deux été condamnés, pour entrave fédérale à la justice, et complot en vue de commettre un parjure. Pour payer leurs frais de justice catastrophiques, ils ont été obligés de liquider le domaine d'Oakbrook, leur véhicule de luxe, et les portefeuilles de retraite de Richard. Ils ont évité la prison, mais ils ont été mis en faillite de manière permanente, contraints d'emménager dans une minuscule propriété locative délabrée, dans un état voisin. Ils ont essayé de m'appeler depuis un téléphone jetable prépayé, quelques semaines après le procès, probablement pour mendier une aide financière, ou une once de pardon. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert mon portail de télécommunications d'entreprise, j'ai localisé la position géographique exacte du téléphone jetable, et j'ai définitivement mis sur liste noire le numéro IMEI, de tous les réseaux cellulaires de la côte est. Pendant ce temps, ma société de logistique m'a promu directrice de l'architecture des données, avec un bureau d'anglais et un salaire qui garantissait que je n'aurais jamais à regarder en arrière. Si vos propres parents, et votre sœur, avaient conspiré pour vous accuser d'un crime majeur afin de protéger leur statut social, les auriez-vous prévenus, que vous aviez les données pour prouver votre innocence? Ou seriez-vous resté assis dans cette salle d'interrogatoire, à regarder l'équipe d'intervention défoncer leurs portes en direct à la caméra, comme je l'ai fait? Eh bien, faites-moi savoir exactement comment vous géreriez cette trahison, dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez adoré cette histoire de justice clinique absolue, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.